donc je vous parlais de la process communication, donc le nouveau nom, on parle de PCM, Process Communication Model, l'art de la communication adaptative. En fait, process communication, vous verrez, ça a beaucoup d'applications possibles, et donc pour résumer, on peut dire l'art de la communication adaptative. Alors, c'est un modèle qui a été découvert par Debbie Keller il y a près de 50 ans, et Debbie Keller, c'est un psychologue américain qui était spécialiste des comportements sous stress et qui a, à ce titre, été récompensé par le prix Eric Berne. Il a montré que les comportements sous stress étaient prévisibles, observables et réversibles. C'était des patterns. Donc, c'était sa spécialité. Donc, ce modèle est utilisé largement partout dans le monde, traduit en 24 langues, présent dans 54 pays. Il y a 4000 personnes qui sont certifiés soit en coaching, soit en formation. Et puis il y a plus de 1,4 million de bénéficiaires. En France, plus de 300 000 personnes ont suivi une formation en process communication. Il y a des bénéfices personnels qui concernent le développement personnel, la prévention et la gestion du stress, la qualité de la communication et des relations, et des bénéfices pour l'organisation, le leadership individuel et inclusif, donc ça va s'adapter aux personnes qui sont présentes dans son équipe. Moins de stress, plus d'énergie, on verra comment, et une efficacité opérationnelle renforcée. Alors, la communication adaptative se pratique en 4 étapes. C'est un petit peu les 4 champs de l'intelligence émotionnelle. D'abord, on développe une conscience de sa personnalité. Par exemple, comment je perçois le monde, à travers quel filtre? Qu'est-ce qui est important pour moi et qui me donne de l'énergie? Comment prévenir et gérer mon stress? Deuxième étape, je reconnais les comportements. À travers quel filtre mon interlocuteur perçoit le monde. Quels sont ses besoins et ses sources de motivation? Ensuite, j'adapte mon style de communication. Comment mon interlocuteur communique? En quoi sommes-nous différents? Et comment m'adapter à elle ou à lui? Et à partir de là, on développe des relations de qualité. Et c'est là qu'on est capable d'identifier des signes d'inconfort. Je vous parlais des comportements sous stress qu'avait identifié Debbie Keller. En fait, les comportements sous stress vont nous permettre de reconnaître les besoins de la personne qui est en face de nous. Et du coup, avec ces signes d'inconfort, on sait comment mobiliser, quels ingrédients mobiliser pour favoriser des interactions de qualité. On sait aussi en management comment adapter son management. Bon, en fait, voilà, il y a toute une diversité d'applications. À la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. La process communication, c'est quelque chose de très vaste. Les formations qu'on fait en entreprise durent au moins 2 jours, voire 3 ou 4. Donc là, en une demi-heure, je vais vous donner un peu les mots-clés, le jargon de process communication, pour que vous puissiez un peu comprendre ce qu'il y a dedans. La première chose, c'est la structure de personnalité. Notre structure de personnalité, elle est représentée en process communication par un immeuble de 6 étages. 6 étages qui correspondent à 6 facettes de personnalité qu'on appelle les types de personnalité. En process communication, on ne met pas les gens dans les cases. On a tous ces 6 facettes de personnalité présentes en nous, mais plus ou moins activées, plus ou moins faciles à mobiliser. Et donc ces 6 facettes de personnalité sont représentées par cet immeuble, et la base, qui est au rez-de-chaussée, est notre type de personnalité dominant. Ensuite, on a des caractéristiques secondaires, donc les autres facettes de personnalité, les autres qui s'appellent les types de personnalité en process com, qui sont représentés dans les étages suivants. On a un ascenseur dans notre immeuble qui nous permet d'accéder aux étages pour s'adapter aux situations de la vie courante, parce que parfois on a besoin des ressources ou des points forts ou des caractéristiques qui sont présentes dans nos autres étages. Bien évidemment, il ne va pas forcément être facile d'accéder à notre 6e étage. C'est des caractéristiques qui sont peu présentes en nous, mais en donnant de l'énergie, en travaillant, etc., on peut travailler cet accès aux étages. Et donc ça, c'est l'axe vertical. Et l'axe horizontal, c'est le temps disponible à l'étage. Par exemple, si on suit une conférence et qu'on a une caractéristique de personnalité, notre base, le type de personnalité le plus représenté n'est pas celui qui va nous permettre d'être à l'aise. L'exemple de la conférence, c'est le temps disponible, c'est-à-dire au bout de 20 minutes, si c'est ou sur 1 heure, on va décrocher, on va passer à autre chose, mais après on reviendra. Mais c'est pour vous dire, en fait, on n'est pas très à l'aise dans les différents étages.
dans les étages qui sont élevés. Alors, les 6 types de personnalités ont des noms. Le type analyseur, je vous les mets en anglais parce qu'en fait le problème de certains noms de types de personnalités, c'est qu'ils correspondent à un adjectif qui existe en français et parfois il y a un piège parce qu'on a tendance à confondre l'adjectif et le nom du type de personnalité. Le type persévérant, le type empathique, le type imagineur, le type promoteur et le type énergiseur. Alors ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des nombres invariables. Pourquoi? Parce qu'en fait on a tendance, en France, on aime bien tout ce qui est test de personnalité, etc. Et donc on met les gens dans les cases. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège, même des formateurs, des coachs. Ah bah lui il est très imagineur, lui il est très empathique, elle n'est pas du tout énergiseur. En fait c'est pas du tout comme ça qu'on procède. On repère en face de la personne, on repère chez la personne qui est en face de nous une forte énergie, on reconnaît des signes du type promoteur, on reconnaît des signes du type persévérant, etc. Mais en fait, ça ne nous permet pas de déterminer le profil de la personne, parce qu'en fait, cette personne, vous ne la connaissez pas complètement. Quand on connaît une personne dans son environnement de travail, par exemple, on ne connaît pas son comportement sur la plage avec ses enfants ou je ne sais quoi. Donc en fait, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir caractériser quelqu'un avec un type de personnalité, un adjectif. C'est pour ça qu'on parle de noms propres invariables. Alors, la process communication permet de développer la bienveillance et le respect de chacun parce qu'en fait, on montre que tous ces types de personnalités, toutes ces facettes de personnalité correspondent à des ressources qui sont toutes utiles selon les situations de la vie. Alors, je vous les décris. Par exemple, en premier type de personnalité, on a 3 ressources qui sont la spontanéité, la créativité et le jeu. Et ça peut être utile pour réagir spontanément et dédramatiser par l'humour. L'imagination, le calme et la réflexion, ça peut être utile pour prendre de la hauteur et mener une réflexion approfondie. La compassion, la sensibilité et la chaleur, ça peut être utile pour percevoir les émotions et établir des relations chaleureuses. Engagement, conscience, observation, ça pourrait être utile pour agir en conscience et défendre des valeurs. Logique, responsabilité et organisation, ça peut être utile pour organiser, trier des informations et définir des priorités. Adaptabilité, persuasion et charme, ça peut être utile pour prendre une décision rapide, enfin c'est le nom du type, prendre une décision rapide, le nom du type, ce type de personnalité-là, prendre une décision rapide et passer à l'action. Donc voilà, pour montrer que c'est toute une palette de ressources qui sont utiles dans les différentes situations de la vie. En process communication, on voit aussi les différents ingrédients de la communication. Et donc en fonction des types de personnalités, et en particulier en fonction de notre base, vous savez ce qui est au rez-de-chaussée dans notre immeuble, on va avoir différentes manières de percevoir le monde. On va voir le monde à travers différents filtres, et ça va déterminer notre mode de communication verbale, le vocabulaire qu'on va privilégier, et notre communication non verbale. Alors là, en process communication, il y a des tas et des tas ça se développe de plein de manières, mais je vous donne ici des exemples. Alors là, ce sont par exemple ce qu'on appelle les noms des perceptions, donc le nom des filtres, des lunettes à travers lesquelles on voit le monde. La perception qu'on appelle réaction. Donc là, on parle de monnaie d'échange pour communiquer, ça va être l'humour. L'imagination, ça va être l'imagination comme monnaie d'échange. Le filtre ou la perception émotion, comme monnaie d'échange, ça va être la compassion. L'opinion, ça va être les valeurs. La pensée factuelle, ça va être la logique, donc les informations, les données, etc. L'action, ça va être l'initiative. Et donc ça, ce sont 6 manières de percevoir le monde qu'on appelle en process communication des perceptions. Des manières d'entrer en relation. Donc on fait réagir, par exemple, j'aime, j'aime pas, ou je provoque par l'humour, etc. Là, on va suggérer à la personne de visualiser quelque chose, de se projeter, d'imaginer. Là, on va plutôt lui demander son opinion, on va converser sur des échanges d'opinions. Et l'action, on va plutôt lancer des défis, inciter à passer à l'action, utiliser des verbes d'action, pensée factuelle, des mots comme organisation, méthode, objectif, toutes ces choses-là. Voilà, et émotion, je ressens, voilà, des choses un peu liées à l'émotion.
Voilà, donc ça ce sont les ingrédients de la communication. Ça détermine aussi, alors là je ne vais pas détailler, mais nos styles d'interaction privilégiés et nos styles de management préférentiel en fonction de notre base. Alors il y en a 4 qui sont le style démocratique, le style autocratique, le style laisser-faire et le style bienveillant. Et en fonction de la base d'une personne, tel ou tel style ne sera pas adapté. Et ça, on l'apprend en process communication à la fois pour interagir et pour manager. Il y a des personnes, par exemple, qui préfèrent qu'on leur dise les choses clairement, à l'impératif, avec un délai, etc. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop qu'on parle à l'impératif. Mais voilà, en fait, ça peut être clair dans le management pour certains. Bon, c'est des exemples, c'est très simplifié. Mais du coup, en fonction, quand on a bien compris les personnes qui sont en face de nous, ça permet d'adapter nos styles d'interaction et de management. On a aussi une autre donnée que je résume assez rapidement, qui est par exemple les environnements préférentiels, qu'on appelle la matrice d'identification, avec 2 axes, l'axe des buts en vertical et l'axe des relations en horizontal. L'axe des buts, c'est-à-dire que je vais être motivé, dans ce côté-là de la matrice, je vais être motivé par des stimuli extérieurs, et là je vais être automotivé pour l'activité. Là, sur l'axe des relations, je vais soit être engagé dans la relation, soit en retrait. Et donc, en fonction des types de personnalités dominants et de notre base en particulier, on va être plus ou moins à l'aise, enfin, on va se situer à tel ou tel endroit de la matrice. Donc, les personnes qui sont ici sont plutôt à l'aise dans un groupe, seules en duo, seules, ou elles circulent de groupe en groupe. Voilà, donc là par exemple on a le type persévérant qui va plutôt être en retrait et automotivé par l'activité. Donc le type persévérant, je ne vous ai pas mis les noms parce que c'est tout un vocabulaire, mais voilà, donc lui il va être, c'est celui qui a une perception opinion. Donc lui il va agir et être automotivé souvent par rapport à ses convictions. Le type analyseur, lui par rapport à son expertise, etc. Et puis le type empathique, donc lui, il va être engagé dans la relation, c'est celui qui perçoit le monde avec les émotions et qui établit des relations chaleureuses. Voilà. Après, on a d'autres types qui sont plutôt qui circulent de groupe en groupe, le type promoteur et le type énergiseur. Et un autre qui est le type imagineur, qui est plutôt celui qui perçoit le monde avec l'imagination, qui a besoin d'être seul et qui est souvent en retrait et qui a besoin de stimuli extérieurs pour déclencher son activité. Bon, ça c'est pareil, je vous le brosse rapidement, évidemment quand on creuse on va beaucoup plus loin. Ensuite, il y a un dernier paragraphe que je voudrais aborder avec vous, c'est tout ce qui est stress et motivation, parce que ça c'est une donnée très intéressante en process communication. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous met en stress? Alors, c'est déterminé par la phase. Je vous ai dit que dans notre immeuble, on avait une base et on a aussi une phase. En fonction des... Alors, notre immeuble, la structure de notre immeuble, elle est déterminée à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, ça ne bouge pas. L'ordre des étages est toujours le même. Depuis que j'ai 7 ans, moi, c'est toujours pareil. En revanche, en fonction ça c'est des problématiques émotionnelles ou des événements de la vie, au début de notre phase, elle est au même étage que la base, mais après elle peut changer. Et la phase, ça correspond à quoi? C'est une période de la vie au cours de laquelle on a des sources de motivation prioritaires qu'il est important de satisfaire pour ne pas entrer en stress et pour être motivé. Donc au début, ces besoins correspondent aux besoins du type de personnalité correspondant à notre base, et puis avec le temps ça peut changer si on a vécu quelque chose. Enfin, souvent c'est avec on change de phase avec des événements assez marquants dans notre vie, et puis donc notre phase indique les besoins qui sont prioritaires à satisfaire pour ne pas entrer en stress et être motivé. Voilà, et donc il y a différents besoins psychologiques qui font qu'il est important de nourrir pour ne pas entrer en stress. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les comportements sous stress étaient prévisibles, observables et réversibles, et donc il y a effectivement des séquences de stress qui sont très caractérisées en fonction du type de personnalité de sa phase. Donc en fait on va être capable en process communication de reconnaître un comportement sous stress, léger ou plus ou moins prononcé, et là on va savoir
reconnaître les besoins auxquels ça correspond et comment faire en sorte que la personne puisse entrer en énergie et être motivée. Voilà, donc les besoins psychologiques, il y en a 8. Donc ça, pour le type de personnalité persévérant, il y aura besoin d'être reconnu pour ses opinions, d'être reconnu pour son engagement dans le travail. Pour le type analyseur, ça va être la reconnaissance de son expertise et la structuration du temps. Pour le type empathique, ça va être reconnu pour sa personne. J'en ai oublié, il y a aussi les besoins sensoriels pour le type empathique, c'est-à-dire aller au spa, se faire un bon repas, tout ce qui est fait au sens. Et pour le type imagineur, ça va être la solitude. Pour le type promoteur, ça va être l'excitation. Et pour le type énergiseur, ça va être les contacts. C'est un peu un choix, je ne vous ai pas mis les types de personnalité parce que, en fait, comme la base et la phase ne sont pas forcément la même, c'est un petit peu compliqué de chercher à associer. On a un peu tendance à se dire, moi je suis très empathique ou très ceci, cela, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait on reconnaît plus les besoins à satisfaire. Alors si les besoins sont satisfaits de manière positive, et ça c'est donné quand on fait son inventaire de process communication, on a un plan d'action, comment satisfaire ces besoins sur le plan personnel et comment les satisfaire sur le plan professionnel, et plein d'exemples très concrets. Si c'est satisfait de manière positive, c'est pas dans le bon ordre, on va gagner en énergie et en motivation. Si c'est satisfait de manière négative, on va pouvoir observer les comportements sous stress dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis là, on aura des relations dégradées et puis éventuellement des conflits. Voilà. Donc c'est toute une palette d'outils mobilisables dans différentes situations, à la fois pour son développement personnel, pour le management en entreprise, la gestion des conflits, la prévention du stress, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées avec la process communication, et en fait quand on fait des formations, on met en avant l'axe qui correspond aux besoins de la personne qui nous sollicite. Là je vous ai mis des besoins, c'est pas pour que vous lisiez tout, mais par exemple, quand on satisfaire des besoins de manière négative, ça peut se manifester de quelle manière ? Là, on a le type de personnalité analyseur. Donc, quand on est en phase analyseur, on a besoin d'être reconnu pour son travail productif, pour son énergie, pour son expertise, et on a besoin de structuration du temps. Alors, les manifestations positives, ça va être le souci du travail bien fait, cherche à développer ses connaissances, hiérarchie ses priorités, etc., etc. Mais il peut y avoir aussi quand il n'est pas bien, quand cette personne n'est pas bien, elle va du coup critiquer le manque de compétences des autres, elle va avoir tendance à surcontrôler ce que font les autres, elle a aussi tendance à plus déléguer du tout, parce qu'elles sont la seule compétente, elle va devenir rigide sur les ordres du jour, etc. Donc c'est des exemples de manifestations positives et de manifestations négatives qui peuvent vous indiquer, là pour le coup c'est votre phase dans votre immeuble. Voilà, donc là c'est des exemples, et en fait en process communication justement le plan d'action, moi je sais que quand j'avais fait mon inventaire la première fois, j'avais trouvé ça génial, en fait c'était vraiment plein d'idées très concrètes sur comment satisfaire de manière positive les besoins que j'avais à l'époque. Voilà, donc pour vous dire que ça répond à plusieurs besoins. Donc on peut découvrir sa personnalité avec son profil process communication. On connaîtra ses points forts, ses besoins, les signaux d'alerte, et puis on aura, comme je vous disais, un plan d'action personnel et professionnel. Alors, on peut favoriser son développement personnel et professionnel, comment prendre soin de soi et se ressourcer, comment mieux communiquer et gérer des situations difficiles. On a vu qu'on avait les ingrédients de la communication, le vocabulaire à privilégier, comment la personne prévoit le monde, comment la personne perçoit le monde, quels sont les styles d'interaction avec lesquels elle est plus à l'aise. Développer ses points forts, entretenir des relations de qualité, et on peut aussi développer des compétences, là plutôt dans le monde de l'entreprise, mais aussi à titre, on fait des formations pour les particuliers aussi, décoder les comportements humains, parler le langage de chacun et chacune, améliorer sa pratique managériale, prévenir et gérer le stress et les conflits. Et développer la cohésion d'équipe et l'efficacité opérationnelle, comme tout est lié, voilà. Je crois que j'ai tout traité. 20 minutes. Ça laisse du temps pour les questions, c'est voilà. nickel. Voilà.
c'est la première fois que je parle de process communication si rapidement et du coup je vous ai mis plein de jargon, mais c'est pour voir, c'est pour voir un petit peu tout ce à quoi ça touche et après en fonction des besoins, on peut centrer sur la communication, centrer sur le développement personnel et professionnel, sur la cohésion d'équipe, voilà, il y a des tas de choses qui peuvent être traitées avec la process communication. Voilà. Est-ce que ça peut être applicable à du recrutement ou la période d'un entretien d'embauche est trop courte pour déterminer tout ça? C'est une très bonne question. Alors en fait, parce que j'ai oublié de dire, enfin je sais pas, en fait je suis... en fait il y a un logiciel, je ne sais pas comment il l'appelle, qui s'appelle Soft Skill Assessment, pour lequel je suis aussi certifiée. Je suis certifiée formatrice et recruteuse, je ne sais pas comment on dit, au féminin. Et en fait, il y a un entretien, un questionnaire qui est généré et qui génère des questions à poser pour valider. Donc on a le profil de la personne et le questionnaire va générer des questions à valider avec lui ou avec elle pour savoir un peu dans quelle situation elle est plus à l'aise, quel type de management lui correspond le mieux, etc. Quels sont ses besoins. En fait, il y a quand même des choses qui sont miraculeusement résolues parfois avec la process communication. Quelqu'un qui, par exemple, le type imaginaire a besoin de solitude et a besoin de délai et a besoin de pouvoir prendre le temps et voir aller marcher pendant 1 heure et après il revient, c'est fait. Alors qu'en fait, on a parfois, quand on est quelqu'un qui aime bien être au milieu de la foule, on dit mais il s'ennuie, il est pas bien, et puis du coup on cherche à être gentil, à lui offrir du thé. Alors ça va être plutôt qu'on a une base empathique, à lui dire mais t'es sûr que tu veux rien, c'est très bien. Enfin voilà. Et parfois c'est maladroit et justement on peut résoudre des trucs. Plein de petits trucs avec ses enfants, de la vie quotidienne en ayant ces petites plaies, quoi. Et oui, donc pour le recrutement, en fait, justement, on peut valider des choses. Alors, sachant que le questionnaire qui fait l'objet du profil, il est déclaratif. Donc, parfois, il y a des personnes qui connaissent un peu la process com ou qui ont envie d'être comme ci ou comme ça. Voilà, du coup, ça peut pas correspondre. C'est pour ça que c'est intéressant en process communication, en recrutement, de valider avec un questionnaire et de creuser un petit peu ce qui ressort de son profil. Et pour le mec qui mente, son défaut, moi je double personnalité. Et pour un manager dans une équipe, c'est mieux d'avoir des profils qui sont complètement complémentaires ou tout dans une seule direction, que des persévérants, que des... Alors faut jamais dire que des persévérants. On dit pas que des persévérants. Des tendances bases. Non, en fait c'est très très complémentaire. Après le problème c'est si le manager a des grosses difficultés avec... Tous les profils sont complémentaires parce que dans toutes les situations de la vie, on a une utilité à faire appel à telle ou telle ressource. Le seul truc, c'est que si on a un manager ou une dominante avec un type de personnalité très marqué, la personne, elle ne va pas être bien dans cet environnement-là. Parce que c'est les relations les uns avec les autres. Donc après, et c'est ça, quand je dis la communication adaptative, c'est que c'est bien justement de s'adapter pour pouvoir bénéficier des points forts des autres et puis justement exploiter toutes les ressources. Donc dans la mesure où une équipe veut se développer et embaucher, ça a du sens de faire une analyse de l'équipe déjà avec les modes de personnalité existants, de celle du manager avec sa base et puis ses phases, de sorte à voir quel est dans son équipe le profil qui va apporter une plus-value en plus de sa compétence métier. Oui, c'est un peu intéressant. Oui. On pense souvent à interagir quand il y a crise. Des fois, la prévention de la crise. Ça peut avoir du sens. Comment ? Ça peut être en prévention d'une crise. Oui. Justement. Alors moi je suis appelée aussi pour faire des formations auprès de managers. Souvent on forme les managers à la process com et en fait pendant la formation, donc à la fin du premier jour on remet les profils de personnalité et du coup on fait des exercices, on s'entraîne à communiquer, on s'entraîne à parler le langage des uns et des autres.